Merci beaucoup Maxime de nous accueillir au Palacium aujourd'hui pour une petite interview en tête à tête. Donc déjà, on va retracer un tout petit peu ton parcours. Donc tu commences au Limoges ABC en tant que coach en Ligue féminine 2 entre 2011 et 2017. Ensuite tu arrives à Lille au LMB en Pro B, d'abord en tant qu'assistant puis dès 2021 en tant que coach principal. Le club meurt malheureusement en juin dernier. Et en janvier 2025, tu retrouves le club de Villeneuve d'Ascq. Donc le trajet n'était pas très loin entre le Palais Saint-Sauveur et ici. Donc on a à peu près 3 parties dans cette interview. On va commencer tout de suite par la première. La philosophie Maxime Bézin. Donc, première question, c'est quoi la marque de fabrique d'une équipe qui joue sous tes ordres? C'est une bonne question. Je pense que c'est des questions qu'il faudrait poser aux joueurs et aux joueuses que j'ai pu avoir. Je veux dire qu'il y a 3 choses qui sont importantes pour moi. Une chose centrale et 2 qui sont un petit peu liées à cette première. La chose centrale, c'est le partage. Euh, et ça va rebondir sur les 2 autres choses. La deuxième chose, c'est l'effort défensif. Mhm. Parce que je pars du principe que si on veut se donner les moyens de gagner quelque chose, il faut qu'on soit stable défensivement. On peut être maladroit, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on contrôle. Par contre, l'effort défensif, c'est quelque chose qu'on est en capacité de contrôler. Et je pense que si on gère cet effort défensif-là, ça peut nous permettre de passer beaucoup de choses. Et dans cet effort défensif, en fait, il y a du partage. C'est pas nécessairement que une personne sur la balle ou qu'une personne qui va prendre un rebond. C'est vraiment quelque chose de collectif, de se dire qu'on a toujours quelqu'un dans notre dos qui va être là pour nous aider, que la personne qui va aider quelqu'un d'autre, elle attend que quelqu'un d'autre l'aide aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Le partage de l'effort, le partage du temps de jeu. Et le partage offensif aussi. Et donc là, on arrive au 3e point. J'ai pour ambition que mes équipes soient des équipes qui fassent beaucoup de passes décisives, qui trouvent toujours les solutions les plus faciles. Et au-delà des plus faciles, qui soient capables de retrouver les forces des individus qui composent ce collectif. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais lors de la finale, il y avait des affiches qui étaient juste devant notre banc, juste derrière les LED, où il y avait marqué Sometimes you, sometimes me, always together. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de se dire que le jeu voudra qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui sera pour moi. Le jeu voudra une autre action, que ce soit pour une de mes coéquipières. Mais à la limite, peu importe. Le plus important, c'est que nous, ensemble, on trouve quelque chose. Et donc cet aspect défensif et offensif me ramène vraiment à cette notion de partage, parce qu'on est là pour vivre des émotions les uns avec les autres, pour prendre du plaisir les uns avec les autres, nous en tant que coéquipiers, nous en tant que staff, nous en tant que joueuses, mais nous avec nos supporters, nous avec les différents staffs qui constituent le club, nous avec nos partenaires privés, publics. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, qu'il y ait une unité autour de ce qu'on cherche à faire et ce qu'on cherche à mettre en place. Tu as dit, je trouve que c'est réducteur de genrer le basket. Qu'est-ce que tu entends par là? La question de c'est quoi la différence entre le basket masculin et le basket féminin? En fait, j'ai envie de lui tordre le cou parce que je trouve que c'est réducteur et pour le basket masculin et pour le basket féminin. On a envie de dire que le basket masculin, c'est athlétique, mais bon, c'est hyper égoïste aussi. Et on met en face à face avec ça la notion de le basket féminin, c'est un basket qui est collectif. Par contre, les filles, ça saute pas, ça va pas vite. Et c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point, parce que je pense que c'était peut-être vrai il y a quelques années. Je pense que ça l'est de moins en moins. Quand on voit aujourd'hui le jeu qui peut être proposé, j'ai en tête une image de l'Asvel face à Saint-Quentin ce week-end,
où la balle elle arrive dans le corner pour l'Asbel, il y a une feinte de tir, il y a une extra passe à 45, il y a une autre feinte de tir, une autre extra passe, il y a encore une feinte de tir, une extra passe, il y a un drive, une feinte. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve beau et Mhm. qui est de plus en plus présent dans le basket masculin. Et puis quand on voit Dominique Malonga à l'Asvel, est-ce que quelqu'un va être capable de dire aujourd'hui que les filles, c'est pas athlétique, ça n'utilise pas les espaces aériens? Non, c'est plus ça. Donc, je n'ai pas envie qu'on genre ça, et encore moins en termes de management. Ok. On me dit, oui, mais les filles, c'est beaucoup plus sensible, mais pourquoi on fait une généralité Mhm. peut-être d'une exception? On a tous nos particularités. T'as les tiennes, j'ai les miennes. Chacune des joueuses a sa particularité. Chacun des joueurs que j'ai pu avoir a sa particularité. Et on ne manage pas un homme ou une femme, on manage une personnalité. Et Mhm. c'est pour ça que je trouve que genrer le management ou genrer le basket, moi, c'est pas quelque chose qui me convient parce que je trouve que c'est beaucoup trop réducteur. Tu as fait beaucoup de travail avec les équipes jeunes, notamment des Coupes du Monde U17 avec les garçons et des Euro U20, je crois, Mhm. avec les filles. Qu'est-ce que ça apporte dans ton travail avec un club et inversement, qu'est-ce que ton travail en club apporte avec la sélection? Euh, j'ai donc fait 3 campagnes avec les moins de 20 ans filles, donc Mhm. les générations Aminata Gay, Ouais. Pauline Astier, Louise Bussière, Marie Pardon, Kendra Chéry, ces générations-là, Janelle Salin, qu'on a bien connue ici. Euh, alors que j'étais arrivé à Lille, assistant de Jean-Marc Dupraz au LMB, et ça m'a permis de garder un pied dans le basket féminin, de continuer à voir comment évoluer ce basket féminin-là. Et c'est quelque chose qui était important pour moi parce que effectivement mes premières amours viennent du Limoges ABC et de la Ligue féminine 2. Euh, et puis le fait d'avoir été sur la Coupe du Monde du 19, sur laquelle on a été vice-champion du monde, où on a Mhm. battu Team USA, sur la Coupe du Monde du 17, c'est aussi un zoom, ouais, un focus sur les nouvelles générations qui arrivent, sur l'évolution du basket au travers de ces nouvelles générations. Et je pense que c'est important pour rester Ouais. connecté à notre présent et se dire, OK, le basket de demain, en fait, c'est avec ces personnes-là, c'est avec ces profils de joueurs-là, Mhm. c'est aussi avec ces profils de génération. Mhm. Euh, on ne manage pas les Ouais. générations de Chevon Tezelous comme on gère les générations de Carla Leight. Et c'est important de rester, je pense, connecté à ces nouvelles générations pour se poser les bonnes questions. Comment demain je vais gérer le basket que j'aime proposer? Mhm. Est-ce qu'il sera toujours bien ou est-ce qu'il faudra l'adapter un peu? Et comment je vais gérer ces personnes-là, ces hommes et ces femmes, euh, compte tenu de plein de choses, des réseaux sociaux, de Ouais, bien sûr. l'évolution des générations. Donc pour ces raisons-là, c'était important pour moi de rester connecté à ces jeunes nouvelles générations. Et puis on ne va pas le nier, avoir le drapeau bleu-blanc-rouge, voilà, c'est une fierté, c'est une reconnaissance du travail que j'ai pu faire jusque-là. Et je suis extrêmement fier d'avoir pu faire ça. Donc il y a cette notion des sélections nationales qui m'apporte au quotidien dans mon travail en club. Et puis, mine de rien, le travail en club, l'exigence d'un joueur professionnel, d'une joueuse professionnelle, être capable de l'apporter sur les Ouais. sélections, sur des jeunes générations qui ne connaissent pas nécessairement ça. Je pense que c'est aussi extrêmement important et que ça permet à ces jeunes de pouvoir franchir des paliers sur ces courtes Mhm. campagnes. Mais on voit quand même une joueuse comme Carla et une joueuse qui a explosé sur le championnat d'Europe Bien sûr. U20. On a pu voir des joueurs comme Melvin Aginsa qui ont aussi été, qui ont explosé sur la Coupe du Monde du 19. Et je pense que être en contact avec des entraîneurs pros, c'est Mhm. quelque chose qui leur a aussi servi pour leur futur et l'après sélection nationale. Tu parlais de la fierté justement d'avoir le drapeau sur le torse. Mm.
Est-ce que tu aurais des envies de peut-être prendre une équipe en tant que coach principal? Ou là, est-ce que tu as des échéances qui arrivent en tant qu'assistant ou des choses comme ça? Alors je ne vais pas avoir d'échéance cet été avec les sélections jeunes. Faut savoir que le fait d'être nous aussi sélectionnés en tant que sélectionneur, en tant Mhm. qu'entraîneur assistant, en tant qu'analyste vidéo, préparateur physique, peu importe, c'est quelque chose qui se mérite. L'année dernière, on a vécu une campagne avec le U17 qui était en deçà des espérances Ouais. qu'on pouvait avoir et que la fédération avait en nous. Donc moi, j'aurais pas de rôle sur les sélections nationales cet été. Mais bien sûr que c'est un objectif de rentrer dans un staff de sélection nationale et c'est un objectif aussi de pouvoir être sélectionneur à un moment donné d'une équipe jeune, d'une équipe senior. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de la tête, mais je sais que ça viendra de par le travail que je vais fournir au quotidien dans mes clubs, bien entendu. À quoi ça ressemble une journée type de Maxime Bézin? Oh. Euh, J'ai essayé d'évoluer un petit peu pour trouver un équilibre. J'ai été plus jeune, comment dire, travailleur jusqu'au bout des ongles et peut-être un petit peu trop. Le fait d'être marié, d'être papa de deux jeunes filles, euh, m'a obligé à trouver un certain équilibre. Et Mhm. cet équilibre, je le trouve les matins, notamment en amenant mes filles à l'école, en prenant ce temps-là jusqu'à 8h, 8h15, 8h20 avec ma femme et mes enfants. Chose que je ne faisais pas avant. Je pouvais arriver au Palais Saint-Sauveur quand j'étais à Lille à 6h, 6h30 pour bosser. Je m'organise différemment Mhm. aujourd'hui et je me rends compte que je suis tout autant efficace que je ne l'étais avant. Donc il y a cette première partie familiale. Après, il y a une partie où j'arrive au Palacium, où on est tous les deux avec Tonio dans les bureaux, où on échange Mhm. autour de ce qu'on a pu voir par rapport à nos matchs, par rapport à nos adversaires, par rapport aux entraînements récents. On fait beaucoup de travail vidéo, alors l'un en face de l'autre et l'un à côté de l'autre pour pouvoir partager tout ça. Il y a généralement du travail individuel et ou collectif les matins Ouais. aussi. Il y a des fois des repas les midis, des fois non. Mhm. Ça dépend à l'heure à laquelle on termine le travail qu'on a à faire ici. Et puis pas mal d'échanges avec les joueuses, de manière formelle, informelle Ouais. également. C'est important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on sache où on a envie d'aller les uns avec les autres. Essayer de faire en sorte que les différences de perception, parce qu'on a forcément des différences de perception, de réduire au maximum ces différences de perception dans l'idée de se dire ok, on sait là où on a envie d'être Mhm. et comment il faut qu'on y aille. La préparation des entraînements qui vont arriver, toujours et encore de la vidéo sur nous, sur les autres. Et puis l'entraînement du soir, voilà, c'est un retour à la maison à 20h, 20h30, où généralement les enfants sont couchés, Ouais. mais où on essaye voilà, d'évacuer un peu tout ce qu'on a vécu dans la journée. Et pour autant, on se projette déjà sur la prochaine. Win the day, c'est ton mantra, selon ce que j'ai entendu sur la Mm. conférence de dimanche. Tu peux expliquer très rapidement ce que c'est pour toi? Euh, Être meilleur aujourd'hui qu'on ne l'était hier et aborder chaque journée comme étant quelque chose à gagner, tout simplement. Super. Qui est le ou la meilleure coach de l'histoire selon toi? Basket, Oui. Popovic, La meilleure joueuse de basket de l'histoire selon toi? Torazi, Le meilleur joueur de basket de l'histoire selon toi? Jordan, La meilleure joueuse individuellement que tu as coachée? Carla Leight. La joueuse historique que tu aurais aimé avoir dans ton équipe? Je vais prendre une joueuse actuelle, Emma Messman, La meilleure salle d'Europe selon toi, hormis le Palacium? Beaublanc. Un coach avec qui tu rêverais d'échanger pendant une journée? Je vais sortir du basket, Guardiola. Le joueur ou la joueuse la plus forte contre laquelle tu as coaché? Je vais en donner un, au final il n'a pas joué, mais j'ai préparé le match comme s'il allait jouer.
TJ Shorts l'année dernière, quand on a joué Paris en Coupe de France, il aurait dû jouer et c'est probablement le joueur le plus fort que j'ai eu à ce côté. Ouais. Ton système préféré en attaque? Je suis adepte du pick and roll, donc tout ce qui a trait au pick and roll. La meilleure qualité pour une joueuse selon toi? L'altruisme. Si tu pouvais coacher dans n'importe quelle ligue du monde, laquelle? Turquie. Une superstition de coach que tu as ou que tu avais? Une playlist dans ma voiture lorsque je viens au match. Ta musique préférée pour se mettre dans l'ambiance d'un match? Il y en a plusieurs. Référence familiale, 3 cafés gourmands, la Corrèze en cathéter parce que ça, c'est ma région. Si tu n'avais pas été coach, quel métier aurais-tu voulu faire? Prof de maths. Tu as refusé 4 propositions de head coach en LNB, selon ce que j'ai lu, parce que les projets ne t'attiraient pas. Tu peux expliquer un peu pourquoi? J'ai eu la chance d'être le plus jeune coach de basket féminin des 2 premières divisions quand j'ai commencé ma carrière à Limoges. J'ai eu la chance d'être le plus jeune coach en LNB quand j'ai commencé à Lille. Tu le disais, depuis 2011, je suis coach principal, ou en tout cas j'ai commencé ma carrière de coach principal en 2011. 2008 en tant qu'assistant et analyste vidéo de Ligue féminine à Limoges également. Ça commence à faire un moment maintenant. Limoges est une ville historique de basket, mais avec un club féminin qui a peu ou pas de moyens. Les Red Giants, Lille Métropole Basket, est une équipe malheureusement, enfin un club qui malheureusement a disparu pour des raisons financières, donc qui avait également peu de moyens. Et je sais ce que c'est que d'arriver à la salle, de prendre les maillots d'entraînement, d'aller les amener à la machine à laver, d'aller s'occuper du bain froid, de le nettoyer, de revenir à la machine à laver, de le mettre au sèche-linge, etc., etc. Et en fait, j'avais plus envie de ça. Je pense aujourd'hui que ce soit à Limoges ou à Lille, j'ai montré que j'étais capable de faire des choses d'un point de vue basket. Et j'avais envie de me consacrer au basket. Et je pense que Villeneuve a été dans les différentes approches qu'on a pu avoir auprès de moi, était l'environnement qui correspondait le plus à mes aspirations de victoire, de titre, et de dire que je me concentrais sur le basket. Donc voilà pourquoi Villeneuve et pas nécessairement les autres clubs avec qui j'ai pu être en contact sur la période où j'avais rien. Comment tu as abordé le fait d'arriver en milieu de saison? Est-ce que ça t'a freiné dans ton... Enfin, est-ce que tu as réfléchi à 2 fois avant de dire oui? Non, j'ai pas réfléchi parce que je peux pas dire que j'ai envie d'être dans un environnement où on est en capacité de gagner. Et le moment où cet environnement-là arrive, dire bah non, c'est en milieu de saison, c'est compliqué. Donc non, j'ai pas réfléchi à ça. Le frein qu'il y a eu, c'est plus dans ce que j'ai voulu mettre en place sur le terrain, parce que au-delà d'arriver en cours de saison, c'est un contexte qui est quand même hyper particulier. La succession de Rachid qui est, qui est un monument pour Villeneuve d'Ascq aujourd'hui. Le fait d'arriver après Rachid dans un contexte sportif où, pour toutes les raisons qu'on connaît, l'équipe a été en difficulté sur la première partie de saison. Et pour autant, Rachid, il n'est pas parti pour ces raisons-là. Il est parti parce qu'il a eu une opportunité de dingue. Donc il faut se dire, voilà, j'ai la patte Maxime Bézin que j'aimerais bien mettre en place. Néanmoins, le fait de laisser des repères à une équipe qui avait besoin de ces repères-là, avec un coach pour lesquels les filles étaient là, faut quand même pas l'oublier non plus. Donc ça a été un jeu d'équilibriste qui a pas nécessairement été évident et qui est encore pas évident aujourd'hui. Mais ça n'a pas du tout été un frein au fait de venir, bien au contraire. Comment ça s'est passé justement la passation avec Rachid? Peut-être le rôle aussi d'Antonio dans tout ça?
La passation avec Rachid a été une des premières personnes à m'appeler. On a échangé, même encore aujourd'hui, quand il y a des choses sur lesquelles j'ai des doutes dans le fonctionnement, via Tonio ou même directement avec Rachid, Mhm. on se contacte. Donc ça, c'est plutôt, plutôt très bien passé. Rachid a été une des premières personnes à m'écrire après la victoire mercredi dernier. Donc ça s'est vraiment très très bien passé. Et en fait, Tonio, dès qu'on a su que j'allais arriver, on est rentré en contact très tôt. Bon, on se connaissait déjà. Et ça a été un facilitateur et vraiment quelqu'un qui, je pense, est au centre de la réussite qui a été la nôtre, notamment la semaine dernière, parce que il a su faire en sorte que toutes les joueuses nous suivent dans ce qu'on voulait mettre en place. Que celles qui pouvaient avoir des doutes par rapport à mon arrivée, parce qu'elles ne me connaissaient pas Mhm. nécessairement, dire mais vous inquiétez pas, vous allez voir comment ça va se passer et tout le monde en sortira grandi. Et Tonio, c'est vraiment notre rayon de soleil au quotidien et c'est celui qui a permis à l'équipe de se réchauffer et d'être bien là où elle devait être bien. Je vais aborder un truc un peu moins fun. Euh, Dans un papier du 24 janvier, tu disais il y a donc un enjeu extrêmement important en championnat Mhm. qui est de rentrer dans les 8 premières places. Mhm. Objectif non atteint. Mhm. Est-ce que personnellement tu le vois comme un échec? Bien sûr. Bien sûr que c'est un échec et on m'a posé plusieurs fois la question de me dire le président, même si on a gagné l'Eurocup, dit que la saison n'est pas réussie et il a raison, la saison n'est pas réussie eu égard au standing de Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq se doit d'aller jouer les playoffs. Villeneuve d'Ascq s'est construit et aujourd'hui justement vit par rapport à ça, vit par rapport à ces playoffs, au fait de se requalifier pour une Coupe d'Europe dans l'idée de pouvoir vivre ce qu'on a pu vivre la Mhm. semaine dernière. Donc bien sûr que c'est un échec. Je savais l'objectif compliqué à atteindre. Et pour autant, quand j'ai discuté la première fois avec le président, je lui ai dit, président, si je viens, c'est pour y arriver. Je ne viens Mhm. pas pour ne pas y arriver. Donc bien sûr que c'est un échec. Et oui, la Coupe d'Europe vient gommer un petit peu ça, bien naturellement, mais j'aurais des regrets par rapport à ça, parce que je pense qu'on a manqué 2-3 moments dans la saison. Je Mhm. pense à Angers à domicile qu'on perd après prolongation. Je pense le match à Lyon qu'on n'a pas su gérer émotionnellement parlant dans les 5 dernières minutes. Euh, je pense à notre match à Tarbes où peut-être qu'on a été pris par l'enjeu, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais ces 3 matchs-là sont ouais, sont un crève-cœur parce que je pense que si on en avait pris un des 3, aujourd'hui on serait en play-off. Tu as développé, enfin à mes yeux, une relation particulière avec Chavante. On vous a vu beaucoup dans les bras mercredi, même sur les qualifications, sur les quarts de finale, demi-finale. Enfin, c'est quoi ta relation avec elle? Bah, chez Vonte, je vais presque dire qu'elle fait partie du staff, en fait. Mhm. C'est une joueuse qui a tellement d'expérience d'une finale de Coupe d'Europe. Bon, elle aura quand même gagné les 3 titres les plus importants en club. Mhm. Voilà, je ne parle pas de sélection, mais de club. La WNBA, l'Euroleague, l'Eurocup. Ouais. Et c'est important de s'appuyer sur ces joueuses qui ont cette expérience-là, qui savent comment ça se passe, qui sont capables de distiller des conseils tant dans l'aspect basket que au quotidien, dans la façon de Bien gérer sûr. les choses. Et c'était important pour moi de m'appuyer sur Chevonte, sur Ellie Peters, sur Caro Herriot. C'était vraiment important pour moi. Et, euh, et je pense qu'on a travaillé main dans la main avec ces filles-là, avec le groupe de manière générale, mais effectivement avec Chavonte, parce qu'on s'est dit, quand je suis arrivé, elle m'a dit, coach, je suis resté parce que j'ai envie de gagner l'Eurocup. Ok. Et elle avait pour ambition de continuer en Euroleague. Pour autant, elle est restée pour cette Eurocup. Et forcément, quand on atteint cet objectif-là ensemble, je sais ce que je lui dois dans ce Mhm. cadre-là. Je pense qu'elle sait ce qu'elle me doit aussi. Et voilà, je parlais de partage au début de cette interview. Et
ce partage-là, il est aussi entre staff et équipe et entre coach et Chevon Tezelus. J'ai parlé de la petite sœur, entre guillemets, de Chavonte, Carla. Tu m'as dit que c'était la joueuse individuellement la plus forte que tu as coachée. Tu l'as côtoyée là pendant 4 mois à peu près. C'est quoi, décris-moi son talent, sa mentalité. Son plus gros talent, c'est son travail. Le travail c'est du talent. La capacité à venir 1 heure avant tous les entraînements, 1h30 avant tous les entraînements pour pouvoir bosser. La veille de la finale d'Eurocup mercredi dernier, donc mardi, Carla, elle était là à 8h30. Elle était là à 8h30 pour pouvoir faire 3/4 d'heure de muscu, pour pouvoir faire 1 heure de travail individuel, ensuite pour pouvoir faire le travail collectif. C'est un talent qui fait la différence entre quelqu'un qui a du potentiel et quelqu'un qui réussit. Donc son plus gros talent, il est là. Après, dans le basket, c'est quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités, mais qui se donne les moyens de réussir les responsabilités qu'elle prend. C'est quelqu'un qui a du caractère et pour autant qui ne tire pas la couverture à elle. C'est quelqu'un qui a encore besoin d'être accompagné et tu parlais de petite sœur Carla Leight, Chevon Tezelus. Chevonte l'a pris sous son aile. Et le travail singulier que Carla fait, c'est Chavonte qui le lui fait faire. Et je pense que c'est quelque chose de justement, ces connexions, c'est vraiment quelque chose d'important dans un collectif. Donc Carla, talent de travail, talent parce que c'est quelqu'un qui défend. Et Dieu sait qu'on a vu des joueuses capables de mettre des points, mais qui avaient des sabots quand on parlait de l'autre côté du terrain. Et puis voilà, je pense qu'elle a beaucoup d'adresse, c'est quelqu'un qui est très efficace. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, Carla Leight. Est-ce que Maxime Bézin connaît Maxime Bézin? Donc j'ai un petit jeu, 5 questions, avec des propositions à chaque fois. Et tu dois trouver la bonne réponse. D'accord. Combien de joueuses ont disputé au moins 1 seconde sous tes ordres à Villeneuve-d'Ascq? 14, 15, 16 ou 17? 16? 17, avec Keisha Hampton dimanche. J'ai oublié Keisha. Quel a été le plus gros temps de jeu de Villeneuve-d'Ascq lors de la triple prolongation contre Madrid? Carla Leight avec 50 minutes 33, Carla Leight avec 58 minutes 43, Hailey Peters avec 49-25, Hailey Peters avec 52-12. Hailey Peters avec 52-12. Carla Leight avec 50-33. Maxime Bézin connaît pas Maxime Bézin. Ah ça par contre je pense que tu l'as. Quel a été le score adverse le plus faible des matchs que tu as coachés à Villeneuve-d'Ascq? 45 Sopron, 46 Sopron, 42 Basketland, 52 Basketland. 46 Sopron, Exactement. 46-53. C'est ça. Quel a été le total de points marqués le plus élevé lors des matchs que tu as coachés en dehors du match de Madrid? 84 à Charleville-Mézières, 81 face à Landerneau, 88 face à Beşiktaş ou 87 à Chartres. C'est Madrid, hein. Madrid après 3 prolongations forcément. Après l'autre, j'aurais dit Beşiktaş à Beşiktaş. Non, c'était Chartres, 87 à Chartres. C'était Chartres, d'accord. Et enfin, dernière question très très dure. Combien de combinaisons de couleurs, chemises, costumes différentes as-tu eu? 2, 3 ou 4? T'es sûr de la réponse, hein? Normalement oui. On va voir. Tu me diras si j'ai faux. Eurocup, on a toujours fait pantalon noir, chemise noire, veste grise. Les chaussures vont avec ou pas? Non. Juste chemise, costume. J'irais 3. Moi j'ai 4. Vas-y. J'ai gris blanc, gris noir, noir blanc, noir noir. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on a fait tout noir une fois. Beaucoup d'émotions pour toi mercredi soir. C'est redescendu depuis.
Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure européenne? Je retiens que ces liens, que ce titre, bah, c'est quelque chose qui va justement nous lier à vie en fait avec ces joueuses, avec ce staff, avec ces staffs, parce que je pense au staff médical également, je pense au staff administratif. C'est quelque chose que personne ne pourra nous enlever. On l'a construit ensemble, on l'a vécu ensemble et, euh, et c'est ce que j'ai envie de retenir en particulier. À quel point ça fait du bien aux têtes de remporter un titre comme ça dans une saison si compliquée? Alors, au-delà de saisons compliquées, pas compliquées, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer en fait. On a beau se dire qu'on gagnera peut-être un titre dans sa carrière, dans sa vie, l'émotion que ça procure, la joie, le fait de voir les gens, la communion qu'il y a pu y avoir, c'est incroyable. Donc, je veux dire, bonne saison, pas bonne saison, enfin, ce que j'ai vécu est fou. Je vais te montrer une vidéo, Mhm. tu me dis ce que ça t'évoque. Mettre le son. Tu restes complètement de marbre. Et après, évidemment, tu célèbres. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah, bon, on revient de loin parce que on a 7 points, vraiment 7 points d'écart par rapport à Ouais. ce qu'on devait faire à un peu moins de 30 secondes de la fin. Et cette situation, en fait, me fait dire qu'on est bien peu de choses en tant qu'entraîneur parce Le que système il y n'est pas a, dessiné comme ça? bah, en fait, c'est la deuxième situation consécutive qu'on a Mhm. et forcément, avant, il y a eu un temps mort, on a mis quelque chose en place. Sur ce temps mort-là, il y a une balle qui est sortie, donc en fait, Madrid, c'est exactement ce qui va se passer. Ouais, Et en fait, les joueuses ont trouvé une solution d'elles-mêmes par rapport à quelque chose qu'on avait imaginé ensemble. bien sûr. Mais la réalité, c'est que c'est comme Madrid savait ce qui allait se passer, il a fallu qu'elles s'adaptent. Elles se sont adaptées. Et Mep, qui est une joueuse extrêmement clutch, met ce tir qui nous envoie derrière en prolongation, qui nous amène à la triple Bien prolongation. sûr. Et donc au final, dans la coupe qu'on a Ah gagnée et bah, la médaille qu'on a gagnée, y a en grande partie bien sûr. ce tir-là. Donc je reste de marbre parce que je sais que c'est pas terminé, Bien parce sûr. que je sais qu'il reste encore du temps derrière, parce que je sais qu'on n'a pas gagné ou perdu le match, mais qu'on a la possibilité d'aller chercher plus loin et que moi, il faut que je reste serein par rapport au choix qu'on aura à faire sur le reste du match. Mais maintenant, le revoir à froid, ouais, bon, Mep, MVP quoi, On remplace le E par un V. c'est ça. Tu refuses l'idée d'un visage Coupe d'Europe, Mmh, visage championnat. mmh, Pourtant, vous avez battu des équipes comme Sopron, Ferrol, qui avaient battu des équipes contre lesquelles vous êtes incliné avec quasiment le même roster, mmh. notamment Lyon. Euh, Comment tu expliques ça? Bah, je l'explique en fait, je- je- pour moi, il n'y a pas noir-blanc, c'est gris. Voilà. Mhm. Euh, et la façon dont on a préparé les matchs, nous en tant que staff, et dont je vois les filles préparer les matchs, Ouais. quels qu'ils soient, je vois pas de différence. Mhm. Je vois pas de différence dans la préparation, dans l'approche. Donc, donc je veux pas que les résultats soient différents, c'est une chose. Euh, Maintenant, est-ce qu'on nous pose la question de la différence de visage de Villeneuve entre l'Euroleague et l'Eurocup? Non, on ne nous la pose pas. Pourquoi? Parce que l'Euroleague, on se dit, bah ouais, mais bon, elles ont joué à 4. Ouais, effectivement, elles ont joué à 4. L'Eurocup, on l'a joué au complet. Mais en fait, c'est exactement la même chose pour la Boulangère Wonder League. On a fait une demi-saison avec une demi-équipe. Mhm. Donc, forcément que ça a des répercussions sur les résultats. Et forcément aussi que ça a des répercussions sur les têtes. Parce que
quand on arrive à un match de championnat, bah, quoi qu'il en soit, on se replonge dans cet environnement et dans cette ambiance-là. Mhm. Euh, et peut-être que c'est ce qui nous a amené à contre-performer à certains moments, et notamment sur les 3 matchs que j'ai cités, Angers, Lyon, Tarbes. Mais pour moi, la différence, en fait, elle est surtout là. Elle est surtout que on a été dans un train qui a pris du retard au début et on s'est battu pour faire en sorte de rattraper ce retard. Mais il y a des moments où on a cru l'accrocher, où on l'a refait, et pour Mhm. autant, derrière, on a repris une claque derrière la tête qui fait qu'on n'a pas réussi à terminer ce job-là. Mais je, je réfute le fait, et je le réfute haut et fort, que les filles ont abordé les matchs différemment en Coupe Mhm. d'Europe qu'en Boulangère Wonder League. Elles savent toutes la difficulté de notre championnat. Et la preuve en est, on a Bourges qui va jouer ce week-end le Final Six, on a Basketland qui a joué le match couperé pour Ouais. pouvoir aller au Final Six, on a Lyon qui était en demi-finale d'Eurocup, on a Tarbes qui était en quart de finale d'Eurocup. Et ça fait quand même beaucoup d'équipes de notre championnat qui ont été loin en Coupe Mhm. d'Europe. Est-ce qu'on pose la même question à Lyon qui termine 7e de notre championnat, de se dire est-ce que vous avez eu un visage différent en Boulangère Wonder League et en Eurocup? Non. Peut-être que les adversités sont différentes, peut-être que les qualités physiques qu'il y a dans notre championnat sont importantes et nous permettent d'aller loin en Eurocup, alors que bah, c'est, on va dire, plus ou moins égal quand on joue Mhm. face à des équipes de notre championnat. Je pense qu'il y a différentes explications, mais bon, je reste quand même intimement convaincu que cette Eurocup, on l'a commencé au complet, et que ça facilite le job sur 10 matchs, d'en gagner 8, de faire un match nul et d'en perdre qu'un. Je pense que voilà, ça nous met dans une autre dynamique quand on arrive sur ces matchs-là, tout simplement, avec un peu plus de confiance. Ça marche. La suite, maintenant, quelle est ta situation contractuelle? Tu seras sur le banc de Villeneuve la saison prochaine, je suppose. Euh, En tout cas, on a un accord oral avec les dirigeants dans ce cadre-là. On va regarder les aspects contractuels, Mhm. mais je me projette comme étant effectivement le coach de Villeneuve d'Ascq la saison prochaine. Et puis après, à nous de faire le job pour gagner d'autres titres et faire en sorte que ça dure. Parce qu'une nouvelle fois, je pense que cet environnement, cette salle, ce public et le travail de Carmelo Scarna et de Christophe Vitou doivent amener ce club-là à gagner des trophées très régulièrement. Donc on se projette comme ça tous ensemble. Et Villeneuve se relance un peu dans un cycle, si on peut dire. Tu dois faire partie de ça au long terme. Alors, le long terme dans le sport de haut niveau, je pense qu'on peut le... Enfin, je sais, c'est pas à bannir, mais en tout cas, ma réflexion n'est pas sur du long terme. Mhm. Ma réflexion, c'est de dire, Villeneuve est un environnement qui doit gagner, comment je vais faire la saison prochaine pour pouvoir gagner quelque chose. Donc c'est aujourd'hui ma seule et unique préoccupation. Je pense que malheureusement, le basket féminin français va amener à ce qu'on soit sans cesse en renouvellement. Il y a eu un renouvellement quasi complet de l'effectif entre la saison dernière et cette Mhm. saison. Il y aura aussi un gros renouvellement entre cette saison et la saison prochaine. L'avènement de la WNBA, le fait qu'il y ait plus d'équipes en WNBA, le fait Mhm. qu'il y ait des championnats qui soient extrêmement rémunérateurs, pourtant dans des pays qui ne sont pas des pays majeurs du basket mondial. Le fait que la Russie va revenir dans la danse aussi, avec Ekaterinbourg, avec Koursk, ça va ramener des équipes qui vont vouloir avoir des grosses joueuses, et on sait que nos Mhm. joueuses françaises sont sollicitées dans ce cadre-là. Bon, ça va amener à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de turnover dans les années à venir. Donc le long terme, on va déjà se concentrer sur ce qui va se passer et dans les semaines à venir et dans les mois à venir, parce qu'il faut forcément qu'on se projette là-dedans aussi. Justement, on a appris à l'instant, enfin il y a 1 heure, l'arrivée d'Alexia Chéry, Mhm. une joueuse d'expérience, une joueuse déjà sacrée. Qu'est-ce que tu en retires de cette arrivée?
Ouais. Ça montre et ça prouve l'attraction de Villeneuve d'Ascq et ce que Villeneuve d'Ascq, le SBV ALM, a su construire les saisons précédentes. Et je pense que c'est une reconnaissance que la capitaine de l'équipe de France nous fasse confiance pour son avenir. Et ça montre à tout le monde que, voilà, malgré une saison peut-être un petit peu compliquée au niveau national, on reste attractif et on a envie de construire une équipe qui va gagner des titres dans la saison prochaine et ou dans les années à venir. Donc si je te donne les objectifs pour la saison prochaine, tu me dis forcément champion de France, champion d'Europe. Bah, il y a un objectif raisonnable qui est de se requalifier dans le top 6 de notre championnat, dans l'idée de pouvoir construire sur une qualification en Coupe d'Europe. Et puis l'objectif, il sera de soulever un trophée, de ramener une breloque l'année prochaine également. Ça, c'est quelque chose qui m'est personnel. C'est pas autre que ce que moi j'ai envie de faire. Après, on verra les compétitions dans lesquelles on sera engagé. Il y aura forcément la Boulangère Wonder League. Il y aura forcément la Coupe de France. Est-ce qu'il y aura une Coupe d'Europe? On verra au moment opportun. Mais à minima, sur ces deux compétitions, essayer de ramener quelque chose, ouais, ce serait bien. Ce serait bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Maxime d'avoir accepté mon interview ici au Palacium. Et puis on se dit à la prochaine. À très bientôt. Merci à toi.